souhaite la bienvenue à votre rendez-vous de musique Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le violoniste Yossif Ivanov. Bonjour Yossif. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Vous êtes l'une des gloires musicales de notre pays. Élève de Zakhar Braun, d'Igor et Valérie Oistrakh et d'Augustin Dumay, vous êtes à la fois lauréat et grand prix du concours international de violon de Montréal et le deuxième prix et prix du public du concours musical Reine-Élisabeth, ce qui constituait le meilleur classement jamais obtenu par un Belge à cette date. Vous menez depuis une carrière internationale en vous produisant entre autres avec le London Philharmonic Orchestra, l'English Chamber Orchestra, l'Orchestre de la Suisse romande, le Rotterdam Philharmonic, l'Orchestre symphonique de Lucerne, le Symphonia Varsovia et bien sûr les principaux orchestres belges. Vous êtes aussi le plus jeune violoniste à avoir été admis comme professeur au Conservatoire royal de Bruxelles. Bref, vous êtes un des talents musicaux majeurs de notre royaume. Alors, je vous propose de nous plonger directement dans votre art en écoutant la captation live par laquelle tout est arrivé. Voici donc le burlesque du concerto pour violon numéro 1 en la mineur de Dimitri Shostakovich.
C'était le burlesque du concerto pour violon numéro 1 en la mineur de Dimitri Shostakovich, un enregistrement live capté en 2005 au cours du final du concours Reine-Élisabeth. Yossif Ivanov était accompagné par l'Orchestre national de Belgique, placé sous la direction de Gilbert Varga. Dites-nous, Yossi, vous aviez 18 ans au moment de cette captation. Comment jugez-vous le jeu du jeune Yossif Ivanov? Là, juste en le réécoutant, je dirais pas trop mal quand même, même si ça fait 15 ans entre-temps. Et bien évidemment, c'est une mémoire qui me reste très vif à l'esprit. Et en même temps, c'est vraiment une autre étape dans ma vie. Entre-temps, je peux quand même dire que voilà, j'ai grandi sur plusieurs plans, donc surtout aussi au niveau instrumental et musical. Mais pour un quête de 18 ans, c'est pas trop mal. Ah, moi, je veux dire, Ouais. c'est même très, 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 très bien. Moi, je me rappelle de vous, nous nous sommes rencontrés la première fois au Midem à Cannes en Ah oui, c'est vrai, 2006. tout à fait. Et vous étiez vraiment la sensation musicale en ce salon international. Vous êtes même produit au concert de clôture, si je me souviens bien. C'est ça. Dites-moi, rétrospectivement, comment avez-vous vécu votre victoire au concours Reine-Élisabeth et la suite? C'était sans doute une grande opportunité, une carte de visite au plan international et surtout ce prix m'a donné l'opportunité de me produire un peu partout, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie. Euh, et il faut C'est à ce dire, moment-là que vous avez trouvé le management que vous avez c'était un encore? peu avant, parce qu'il y a 2 ans auparavant, j'avais obtenu le premier prix au concours de Montréal. Donc là, il y avait déjà quelques beaux engagements qui ont commencé. Et puis avec ce prix ici à Bruxelles, bon, ça m'a donné le petit push en plus. Même si finalement, je dirais que ces concours, bien évidemment, sont une, donnent un élan aussi par rapport à ça, mais ne sont pas une garantie pour une carrière, entre guillemets. Je dirais même que le vrai concours, le concours de la vie et de la carrière ou de la vie musicale commence après et chaque concert est à nouveau une épreuve. C'est un peu un cliché, mais quelque part, il est vrai que voilà, la vraie vie après professionnelle a démarré grâce bien évidemment à ces prix. Et vous aviez conscience au moment où vous prépariez le concours du destin un peu particulier qui vous attendait, même très particulier? Euh, Pas complètement, je veux dire bien évidemment que ce concours était un objectif dès mon plus jeune âge, en ayant grandi bon, étant né en Belgique à Anvers et on grandit avec ce concours qui passait à la télé chaque année et avec des parents musiciens. C'était bien évidemment un objectif, un jour un rêve de pouvoir y participer. Euh, mais voilà, plutôt comme ouais, plutôt de cet aspect-là, un rêve et pouvoir juste me présenter et voir à quel niveau aussi euh, j'étais au niveau Instrumental? instrumental. Euh, et il faut quand même préciser que ce n'était pas le seul objectif. J'ai eu un parcours un peu un peu typique dans le sens où euh, j'ai quand même préparé pas mal d'autres concours auparavant, des concours de jeunes, et j'ai un peu grandi dans ce monde aussi des concours internationaux avant d'avoir présenté ce Reine-Élisabeth qui finalement était le dernier concours auquel j'ai participé. Euh, mais bien évidemment, sans jamais aussi avoir espéré ce résultat ou les conséquences, ou quand même les opportunités qui sont venues par après. Et j'en suis très reconnaissant, bien évidemment aussi. Et voilà, avec. Et juste après, est-ce que vous avez réussi à garder les pieds sur terre ou c'était on se sent plus? Quand même, non, non. J'étais quand même jeune, hein, j'avais 18 ans. J'habitais encore chez mes parents. Donc, voilà, ça m'a quand même. Ils m'ont gardé les pieds à terre. Et encore, je suis pas vraiment de, de, de ce genre à lâcher, à faire la fête. Et, au contraire, même, je crois que Assez sérieux. j'ai juste pris les choses
comme il venait, même si après, avec le recul, et avec les années par après, et maintenant, surtout quand je repense à la période post-concours, et l'agenda aussi, surtout qui suivait, qui était quand même un agenda, je Costaud. dirais, présidentiel presque. Vraiment, il y avait beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup de concerts. Mhm. Euh, voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un agenda de ces années-ci. Donc, ça, c'est quand même assez impressionnant. Surtout que j'avais encore des études au conservatoire à combiner. Donc, voilà, il y avait de quoi toujours à rester sur les bonnes rails. Et euh, voilà, c'est toujours été le cas. Alors, je vous propose de poursuivre avec un extrait de l'album Compassione, avec dans le style d'Isaac Albéniz, ça c'est le titre de la pièce, de Rodion Chedrin, il faut le dire 2 fois. Le pianiste Itamar Golan vous accompagne. Nous venons d'écouter, dans le style d'Isaac Albéniz de Rodion Chedrin, Itamar Golan accompagné le violoniste Yossif Ivanov, notre invité. Alors Yossif, vous venez d'une famille de musiciens. Votre père Dimitri était concertmeister de l'Orchestre royal de Flandre et votre frère Philippe est un magnifique pianiste. Est-on obligatoirement musicien dans la famille Ivanov? C'est une question un peu Euh, bateau, hein, mais je suis toujours curieux de connaître. Obligatoirement, non, parce que, bon, dans mon cas en tout cas,
l'envie de commencer déjà à jouer le violon était venue de ma part, et la question de pouvoir y accéder était venue de ma part, et déjà bien évidemment du fait que mon père, qui donc était premier violon solo à Anvers, bah, je le voyais toujours travailler quotidiennement, et au départ c'était vraiment l'instrument même qui me fascinait. Donc ma mère, elle était pianiste, mon père violon, mais c'était le violon qui m'attirait dès le départ. Et il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais une obsession. À la base, je voulais surtout faire quelque chose avec les trains, devenir soit un chauffeur, Conducteur de train. conducteur de train, ou un contrôleur de train, parce que j'adorais aussi, à l'époque, ils avaient les Oui, grands oui, les machines, perforateurs, oui. et ça, c'est quelque chose qui me fascinait. Et donc, le Les violon, quand je voyais, perforatrices. voilà, la perforatrice, et quand je voyais le violon, il y avait une association avec le train qui me venait à l'esprit, c'est-à-dire, je voyais le violon et ses cordes, la touche comme les rails du train, et l'archet comme le train Ah, en c'est soi. intéressant. Et de là venait un peu cette envie et ce, ce, ce besoin de pouvoir une fois l'essayer. Et mon père, à ce moment-là, bon, il m'a trouvé un petit violon. Et on a commencé à travailler un peu chaque jour, mais avec rien de concret comme but, un peu pour le plaisir, 10-15 minutes par jour. Après, bien sûr, les cours se sont Intensifié. intensifiés, et bah, le fait d'avoir un père musicien, bien sûr, m'a quand même aidé au niveau discipline, parce que il faut dire que bon, moi, je ne connais personne qui, à 6-7 ans, a vraiment envie d'aller travailler de soi-même un instrument. En tout cas, ces gens sont rares, ces enfants sont rares. Mais disons que j'ai grandi un peu dans l'instrument de façon plus ou moins naturelle. Euh, et je crois que c'est plutôt voilà, vers 10-11 ans, quand j'ai été joué pour Zakhar Bron, qui est un grand pédagogue et le professeur, entre autres, de Maxime Vengerov et Vadim Repin, qui enseignaient à l'époque à Lübeck. Quand j'étais lui jouer, et quand il m'a accepté dans sa classe, que les choses sont un peu voilà, sont devenues un peu plus sérieux au niveau travail, aussi par rapport euh, aux autres élèves qui étaient présents. Tout d'un coup, je voyais qu'il y a quand même des petits gamins qui jouaient non seulement beaucoup mieux que moi, mais tout un autre répertoire. Donc peut-être que là, les choses se sont un peu intensifiées, et, à ce moment-là aussi, le parcours des concours qui ont commencé. Mais pour répondre à ta question, ça a toujours été le violon, en fait, à la base, qui m'a attiré l'œil. Donc, pas de pression familiale, ça s'est venu très Disons la naturellement. pression plutôt de travailler de façon régulière au quotidien ces nombres d'heures ou de minutes qui, voilà, avec les années, vraiment devenaient de plus en plus. Je me rappelle encore, avant d'aller à l'école le matin, mon père voilà, travaillait de 7 à 7h30 de bord le violon, puis il m'amenait à l'école, puis lui il continuait au travail, puis après l'école, même chose, avant les devoirs il fallait travailler. Voilà, avec le recul, avec les années, je me rends compte que c'était un luxe incroyable d'avoir bon, mes parents qui, qui m'ont supporté de cette façon-ci, même si ça n'a pas toujours été facile, il faut quand même le préciser. Et il y a eu des moments de crise, certes, où De rébellion. de rébellion, où j'ai plus voulu jouer, mais c'est surtout depuis ces quelques dernières années que je me rends compte la chance que j'ai eue, voilà, parfois même au quotidien, j'ai des moments de réflexion, pouvoir jouer et accéder à tout ce répertoire, c'est quand même dû quelque part à mes parents, et tout l'investissement qu'ils ont mis derrière. Donc je suis très reconnaissant à eux deux pour toujours, pour tout ce qu'ils ont quand même fait par rapport à ça. Oh, c'est formidable alors que ça s'est passé comme ça. Alors je propose de poursuivre encore avec un enregistrement
l'Allegro moderato de la sonate pour violon et piano en la majeur de César Franck. Daniel Blumenthal, un autre grand professeur du Conservatoire royal de Bruxelles, assure la partie de piano.
Nous venons d'écouter l'Allegro moderato de la sonate pour violon et piano en la majeur de César Franck, interprété par Yossif Ivanov et Daniel Blumenthal. Alors Yossif, vous avez décidé de consacrer une partie de votre activité à l'enseignement et être professeur au Conservatoire royal de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette activité? Alors, il faut commencer par le début. J'ai commencé à enseigner très jeune, à l'âge de 22 ans. Et c'est un peu l'hasard qui m'a amené à faire ça. C'est-à-dire que à l'époque, le directeur m'avait proposé à prendre juste quelques heures qui s'étaient libérées euh, et, et me proposait justement à me demander si ça pourrait m'intéresser. Et j'ai pris ça un peu comme ça, comme challenge et voir aussi, déjà voir si ça pourrait me convenir. Et entre-temps, voilà, me voilà commencé justement ma 13e année au sein du conservatoire. Il faut dire qu'avec les années, j'ai quand même beaucoup apprécié cet aspect-là aussi, l'enseignement, qui fait quand même partie indispensable aussi à l'artiste, au musicien, et qui permet aussi toujours et constamment de se mettre en autoréflexion. Et oui, là de nouveau, c'est peut-être un peu un cliché, mais à travers l'enseignement, on n'arrête pas à apprendre soi-même. Donc, je peux quand même dire que c'est un travail Un mutuel échange. qui se fait, un échange qui se fait entre l'étudiant et le professeur. Et on espère que chacun apporte quelque chose l'un à l'autre. Et Euh, justement, qu'est-ce que vous aimeriez que les étudiants retiennent en priorité de votre enseignement? euh, ben, pour commencer, je dirais, bon, l'enseignement est très complexe et bien sûr joue sur beaucoup d'aspects, hein. Il faut bien sûr aussi consacrer un certain, une grande attention à l'aspect technique d'un instrument qui, voilà, même si après, quand on va écouter des concerts, on s'abstrait de ça et on écoute Oui, la musique, oui. mais cette connaissance, il faut avoir une base, une connaissance qu'on essaie de transmettre, l'apprentissage d'une œuvre, aussi le travail euh, de soi-même quand on est sans le professeur, comment travailler, voilà, comment travailler soi-même, de quelle façon. Euh, et c'est ça que, sur un premier plan, on essaye de mettre en place, ou en tout cas de guider l'élève. Puis vient aussi l'interprétation musicale, bien évidemment, euh, qui est plus ou moins aussi connectée au précédent. Et là aussi, essayer de développer le questionnement chez l'élève, essayer de lui faire réfléchir, se mettre en réflexion par rapport à ce qu'il aimerait réaliser, ce qu'il entend aussi, et ce qu'il croit entendre, parce que là aussi, euh, les paramètres ne sont pas toujours sur une ligne, et de là aussi, cette phase quand même indispensable des études, quand on est jeune, à non seulement apprendre quand on justement dispose du temps, quand on est jeune, d'apprendre non seulement du répertoire, des œuvres, mais aussi s'immerser dans ce monde qui est quand même tellement large et euh, voilà, tellement multifacette. Et non seulement uniquement lié à l'instrument en soi, on peut aussi s'inspirer sur plein d'autres niveaux, que ce soit à travers la musique symphonique, aller au concert, l'art en général. Donc voilà, essayer d'immerser l'élève dans cet univers-là. Donc, il doit s'intéresser à tout, en fait, Il doit à toutes les s'intéresser. Alors, facettes. c'est pas toujours le cas parce que on a bien évidemment des élèves bien, des élèves moins bons aussi. Donc, chaque individu est unique et l'aspect psychologique est quand même très important aussi par rapport à tout ça. Essayer de vraiment, voilà, percer le, le, le caractère et la personnalité de l'élève et essayer de le guider en fait selon ses moyens et essayer de le développer de nouveau par rapport à ses moyens et ses possibilités
toujours en objectif de le faire grandir. Et je dois dire que la grande satisfaction personnelle aussi de l'enseignement vient justement que quand on arrive bon, souvent ça vient à la fin d'année, aux examens, quand on a enfin le moment où finalement on se montre aussi comme étant prof devant un public par rapport à l'évolution. Quand on voit quelqu'un qui a vraiment fait un travail même pas spécialement pendant un examen, parfois ça peut être d'une semaine à l'autre, on voit vraiment un déclic qui s'est produit, que ce soit dans sa démarche, dans la tête. C'est ces moments-là qui sont extrêmement satisfaisants et pour lesquels voilà, on consacre aussi tout ce temps et ces heures et ce travail voilà, à l'éducation, à l'apprentissage du violon. Alors, quelle est la phrase que vous leur répétez le plus souvent? Ouf, la phrase le plus souvent. C'est difficile à dire. Vraiment, ça dépend. J'essaie de travailler vraiment tous les aspects en même temps. Parfois, je me mets parfois aussi un peu en réflexion. Je me dis comment est-ce que eux me perçoivent, parce que parfois je parle un peu dans tous les sens et j'attaque sur tous les fronts, que ce soit l'intonation, le son, l'aspect technique, la coordination des mains. Donc, je crois peut-être quand même de toujours être à l'écoute, c'est voilà, trouver cette balance entre détente et quand même concentration, quelque chose qu'on essaie de rechercher aussi pendant le concert, où voilà, c'est toujours cette balance et l'équilibre qu'on essaie de retrouver. Voilà, dans le jeu et dans l'exécution et dans la performance, dans le concert, qui est quand même le but final de chaque artiste. Alors, vous venez nous présenter un enregistrement qui est l'Allegro Appassionato du concerto inachevé en mi mineur du plus important violoniste belge de l'histoire, Eugène Ysaÿe. Qui vous a proposé d'enregistrer en premier mondial cette œuvre d'Eugène Ysaÿe? Alors, c'est une histoire très curieuse qui est arrivée il y a presque 2 ans maintenant, quand la chapelle musicale Reine-Élisabeth m'a contacté par rapport à un projet d'enregistrement, un box, un tribute à Ysaÿe, qui allait se faire sur plusieurs mois, plusieurs années, et qui allait entre autres contenir 2 premières mondiales, c'est-à-dire 2 mouvements de concerto qui avaient été retrouvés et revisés par un jeune musicologue ici à Bruxelles qui s'appelle Xavier Falk, et qui lui avait justement repéré ces manuscrits à la bibliothèque royale de Bruxelles. Et le concerto qu'on m'avait proposé était ce concerto en mi mineur. Donc la demande était venue d'abord comme ça par écrit. On m'a juste envoyé la partition. Est-ce que tu peux revoir cette partition et nous dire si oui ou non ça pourrait t'intéresser? Alors c'était une démarche très intéressante aussi par rapport à ce que je faisais auparavant. Donc vraiment s'immerser dans une œuvre que personne ne connaît, et pas une œuvre contemporaine, mais quand même du grand Eugène Ysaÿe, une œuvre qu'il avait écrite aussi quand même dans une époque où il était déjà bien établi, donc bien connu aussi au niveau instrumental, carrière et compositoire. Donc voilà, le challenge était là, bien sûr, d'abord d'apprendre l'œuvre, qui était déjà aussi un grand travail, vu que la rédaction de l'œuvre, c'est-à-dire la mise des coups d'archet, les doigtés, il n'y avait rien vraiment qui existait. Il y avait juste une partition d'orchestre qui avait survécu le temps, et juste un mouvement. Donc après avoir voilà, fait ce travail-là, l'œuvre est ressortie et me semblait vraiment très intéressante. Une œuvre très virtuose, romantique, fougueuse. Je dirais aussi... Elle est difficile techniquement? Qui est difficile techniquement, absolument, et qui est vraiment sous l'influence, on l'entend quand même très bien, des maîtres d'Ysaÿe, qui étaient Henryk Wieniawski, le grand virtuose et compositeur polonais,
et vieux temps, et Paganini surtout aussi. On entend vraiment encore l'influence qui vient de là. Et aussi un clin d'œil, je dirais, par rapport à la structure de ce premier mouvement, que ce soit même déjà la tonalité du concerto qui est le mi mineur, comme le mi mineur de Mendelssohn. On voit quand même clairement une inspiration de la part d'Isaïe par rapport à tout ça, que ce soit même le tout début de ce concerto qui commence presque identique. Très vite, l'entrée du soliste se produit après 2 mesures presque identiques avec le même motif comme celui de Mendelssohn. Tout en étant quand même une œuvre originale, très accessible et violonistique, avec une cadence très bien orchestrée surtout aussi, parce que voilà, je disposais juste de la partie orchestrale, mais c'est juste au jour de l'enregistrement que on a tous découvert aussi voilà, comment sonnait l'orchestration. C'est fascinant. Donc c'était c'était une aventure passionnante, fascinante, et je crois que l'œuvre en soi valait et vaut toujours la peine, et j'espère qu'elle sera aussi reprise par d'autres violonistes. Et en tout cas, elle le mérite, et je ne le dis pas parce que je l'ai joué, mais je crois que c'est en effet une œuvre qui est très belle, et d'après ce que j'ai compris, pour l'instant, il existe donc juste ce premier mouvement qui est au complet, mais Xavier Falk m'a dit qu'il existerait des fragments du troisième mouvement qu'il a retrouvé dans des anciennes bibliothèques. Donc on espère qu'un jour, peut-être quelque part, le deuxième et le troisième mouvement, on pourrait le reconstituer, ou que les autres parties voilà, se trouveront quelque part, parce que le concerto a été joué dans son entité, entre autres à Spa, lors d'une saison musicale par Isaïe. Il y a donc quelques preuves des programmes qui ont été retrouvés par rapport à ce concerto. Donc maintenant, il reste juste encore à trouver le deuxième et le troisième mouvement et le reconstituer, mais on a déjà ce premier mouvement qui n'est pas mal. Donc en fait, ce n'est pas une œuvre inachevée, c'est-à-dire qu'il nous manque de la musique. Il nous manque, oui, il nous manque la musique qui n'a pas été trouvée pour l'instant, juste des fragments qui ont été retrouvés, ou par exemple du deuxième mouvement, il reste juste les parties individuelles de l'orchestre, mais pas pas celle du Deuxième et soliste. troisième mouvement. Ah oui, oui, la partie soliste. Et même chose pour le final. Donc, si j'ai bien compris, c'est un peu fragmenté par rapport au deuxième et troisième mouvement. Mais bon, le premier mouvement en soi, il se défend bien, et il a, voilà, comme chaque concerto, deux très beaux thèmes, une très belle cadence et une coda, et à nouveau dans l'esprit paganinien et inspiré par ses maîtres qui sont Wieniawski et Vieux Temps. Donc une découverte qui sera, j'espère, donc repris par mes collègues. Alors, est-ce que Isaïe faisait partie de vos idoles de jeunesse ? Tout à fait. Alors, j'ai toujours été intrigué par sa musique pour commencer, et surtout ses 6 sonates pour violon seul, qui, elles, sont vraiment des chefs-d'œuvre, qui font vraiment parmi les grands chefs-d'œuvre du violon, et qui se différencient surtout par rapport à leur climat et leur originalité, et un langage très personnel, et clairement aussi écrite par un virtuose qui maîtrisait son instrument, et qui, pour le cas des sonates pour violon seul, on voit à la fin de sa vie, a vraiment incorporé aussi son style artistiquement beaucoup plus développé. Je dirais que l'œuvre qu'on va écouter maintenant, le concerto en mi mineur, qui est très romantique, très virtuose, inspiré encore de Paganini, comme je disais. Mais la musique d'Isaïe en général reste parmi une de mes préférées pour ce qui concerne le violon. Et
la musique auquel que j'aime toujours bien reprendre ou découvrir ou redécouvrir. Alors, vous avez enregistré des œuvres d'Eugène Ysaÿe, d'Henri Vieuxtemps, de César Franck et même de Raphaël Danne. Estimez-vous qu'il est de votre devoir en tant que Belge de défendre le répertoire national? Ben, de défendre, je dirais que c'est surtout, il y a toute cette source qui est là et le violon en soi a quand même un lien très fort ici en Belgique, et on parle souvent de cette école franco-belge qui est mondialement connue, et dans tout le monde entier, les noms de Vieuxtemps, Ysaÿe, Charles de Grumio. Berriot, Grumio sont tous connus et reconnus, et pas pour rien. Donc, et de même va aussi pour la musique qui, voilà, en soi, est vraiment a vraiment fait partie de la DNA de l'instrument. Et donc, c'est quelque part on ne peut pas s'y empêcher de passer par ces compositeurs. Et puis, quand on a l'opportunité d'enregistrer, quand la demande vient de faire un concerto de Vieuxtemps ou une découverte d'Ysaÿe, c'est difficile de résister. Et voilà, c'est toujours avec grand plaisir que on retourne vers ces compositeurs-là, d'ailleurs, et toujours encore maintenant. Alors, je vous propose justement maintenant, on va écouter ce fameux Allegro appassionato du concerto, qui n'est pas inachevé en fait, dont on espère la reconstruction complète rapidement. Donc, le concerto en mi mineur d'Eugène Ysaÿe.
venons d'écouter l'Allegro Appassionato du concerto en mi mineur d'Eugène Ysaÿe. L'Orchestre Philharmonique de Liège était placé sous la direction de Jean-Jacques Kantorov. Cet enregistrement est une première mondiale et fait partie d'un coffret en hommage au violoniste Eugène Ysaÿe, paru chez Fuga Libera en collaboration avec la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Alors Yossif, il est de tradition dans Appassionato de vous offrir le libre choix de nous faire écouter un enregistrement que vous aimez. Qu'avez-vous choisi de nous entendre? Alors, c'était pas facile parce que le choix est tellement énorme et il y a tellement beaucoup de belle musique à faire écouter ou découvrir aux auditeurs. Alors, le choix était très personnel et j'ai opté pour le premier mouvement de la sonate pour violon seul de Béla Bartók, qui est la Chaconne, et qui est une œuvre majeure du répertoire, une œuvre qui a été écrite par Bartók et qui a été dédiée au grand violoniste Yehudi Menuhin. À la fin de sa vie, en 1944, et c'est une œuvre que j'ai découvert et que j'ai appris, entre autres, grâce au confinement de cette année. Je me suis un peu remis à cette œuvre parce qu'il faut dire que c'est une œuvre qui a vraiment été déterminante pour l'écriture de l'instrument en soi. Et comme Menuhin l'a bien décrit, il ne s'attendait pas à une œuvre pareille de la part de Bartók, qui était déjà malade, mais après l'avoir reçue, il est venu à la conclusion que c'est l'œuvre la plus importante pour violon seul depuis les sonates et partitas de Bach. Et je peux que approuver ces mots-ci. C'est une musique que j'ai découvert. Bon, la musique de Bartók, je la connaissais depuis quelques temps. J'ai enregistré son deuxième concerto pour violon, qui est un des grands chefs-d'œuvre du répertoire orchestral et un des grands concertos tout court. Mais cette œuvre-ci est encore un niveau supérieur parce que voilà, elle incorpore non seulement toutes les grandes traditions de Bach, et les inspirations sont claires de la part de Bartók. Il s'est inspiré par Bach, entre autres avec cette chaconne, le premier mouvement, et puis la suite. Il y a entre autres une fugue qui est aussi quelque chose d'absolument fou, je dirais une fugue presque diabolique. Et tous les mouvements incorporent vraiment non seulement ces structures fondamentales qui viennent clairement de Bach, mais incorporent en même temps aussi le langage tellement original et génial qui est celui de Bartók et sa musique, la musique folklore entre autres. Donc pouvoir jouer avec tout ça, un tel moment dans sa vie, vraiment comme une de ses toutes dernières œuvres, l'ayant écrite en à peine un mois, est quand même quelque chose d'incroyable et un vrai chef-d'œuvre du répertoire. Cette chaconne, souvent on la joue juste comme œuvre, comme mouvement en soi, parce que l'œuvre en soi, les 4 mouvements sont très longs. C'est un très grand, énorme travail pour le violoniste et challenge pour l'apprendre. Mais voilà, de ma part, je suis tombé amoureux de toute cette œuvre. Je l'ai appris, je l'ai mémorisée et je voulais faire découvrir cette chaconne à vos auditeurs. Et qui de mieux que le grand et génial Yehudi Menuhin, qui a été donc le dédicaci de cette œuvre et qui a fait ce premier enregistrement, je crois, dans les années 40 ou oui, juste peu après oui, la première. Alors justement, je vous propose de l'écouter maintenant.
Nous venons d'écouter le premier mouvement sur un tempo de chaconne de la sonate pour violon seul de Béla Bartók, interprétée par Sir Yehudi Menuhin. Il s'agissait du choix de notre invité, Yossif Ivanov. Votre rendez-vous musical appassionato touche à sa fin. Merci beaucoup, Yossif, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.